Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Alexander Edelman pour Ghetto de Varsovie, carnet retrouvé, paru aux éditions Odile Jacob. Alexander Edelman, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fils de Marek Edelman, grande figure du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et le jour de l'enterrement de votre père, vous avez retrouvé ces 3 carnets dans son appartement. Il ne vous en avait jamais parlé ? C'était dans notre appartement, c'est-à-dire c'est l'appartement où nous habitions avant de venir en France. Il ne nous a jamais parlé. Je ne me rappelais pas que ces carnets existaient. Néanmoins, quand je les ai vus, j'ai eu tout de suite le flashback que oui, je me souvenais de ces carnets. Alors, si vous voulez savoir comment on les a retrouvés, l'appartement était vide déjà après qu'il est parti. Et les amis nous ont dit, regarde, il y a des papiers à jeter à la poubelle. Regarde si jamais il y a quelque chose. C'était donc des archives de ma mère. Et parmi ces feuilles de papier, il y a ces 3 carnets qui ont apparu. Donc je les ai sortis. J'ai tout de suite reconnu l'écriture de mon père. Et puis le premier mot, c'était Chłodna, c'est le nom de la rue en Pologne que je connaissais du ghetto de Varsovie. Voilà comment on les a retrouvés. Avec votre sœur ? Bien sûr, ma sœur était là. Mais elle est plus jeune, donc elle ne se souvient pas de ces carnets. Par contre, elle connaît bien l'écriture de mon père. Et donc, il y avait aussi des petits-enfants. Et vous avez donc décidé de publier ces carnets. Et ce sont donc des carnets inédits qui sont présentés par Constance Paris de Bollardière, qui a fait un travail d'édition, mais qui sont présentés par vous en premier lieu. Ces notes ont été rédigées, si j'ai bien compris, à la fin des années 60. Un peu avant 68, Marek Edelman ne travaillait pas et la grande affaire de l'époque, c'était partir ou rester. Lui a décidé de rester. On vous posera la question pourquoi il a décidé de rester, mais c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'il a décidé de rédiger ces notes. Oui, en fait, c'était déjà la période 67 où il a perdu le premier travail. C'était déjà les chicanes de gouvernement. Et ma mère l'a un peu poussé d'écrire encore ce qu'il se souvient. Parce que le temps passe, le souvenir s'efface. Et de notre côté, ça l'obligeait un peu à oublier les problèmes liés à son travail, bien que pas complètement oubliés. Donc, ces notes ont été rédigées en 67, peut-être au début de 68, quand il n'avait pas de travail. Et d'ailleurs, elles sont dédicacées pour Alinka, c'est-à-dire c'est le prénom de ma mère. Alors, on va parler de ces notes parce que c'est un texte très, très intéressant. C'est un récit qui jette un éclairage sur l'époque et sur votre père. Il trimballait pendant toute la guerre des tonnes de papier dans ses poches. Hein, et il écrit « Le matin, comme tous les jours, je me rends au travail. Le matin, comme tous les jours, les Allemands raflent les Juifs pour les affecter aux travaux forcés. Ma poche est remplie de vrais et de faux papiers, certificats, cartes, attestations bidons prouvant que je ne suis pas né en Russie. Ce sont des ustensiles pour éviter les travaux forcés. Jusqu'à présent, ça a marché. Ah, les papiers, les petits papiers. » Alors là, ce sont des tas de papiers qu'il avait dans ses poches et qu'il sortait au gré, selon les circonstances. Oui, bien sûr. C'était déjà la résistance. Donc, il était dans la résistance dès le début. Et résistance bundiste, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent Bund. C'était un parti socialiste juif. Et il s'organisait pour que ceux qui sont dans la résistance aient
une moindre chance d'être arrêté. Donc c'est pour ça qu'il avait ses papiers et il les montrait aux Allemands si jamais il était arrêté, et c'était parfois le cas. Donc ça a permis de le sauver plusieurs fois, ces faux papiers qu'il préparait avec ses camarades. Alors, on a l'impression, en lisant ces notes, que votre père a traversé ces années-là sans avoir la moindre peur. Il faisait ce qu'il devait faire sans réfléchir aux conséquences possibles. En tout cas, il n'y a pas le moindre sentiment de peur qui affleure à travers ces récits. Oui, a posteriori, peut-être. Je pense que tout homme a peur. Que ce soit mon père ou pas mon père. Mais ce qu'il faut, c'est faire la chose juste au moment où il faut la faire. Et quand on commence à faire quelque chose qu'on doit faire, eh bien, on oublie la peur. Dans ses notes, il parle de quand il allait à Umschlagplatz, c'est-à-dire à l'endroit d'où partaient les trains pour Treblinka. Treblinka, c'est le camp d'extermination. Il rentrait sur cette place où il y avait plein de monde. Il ne dit pas qu'il avait peur, mais c'est impossible, parce que en rentrant dans la foule qui allait être mise dans les wagons, il pouvait très bien être pris avec la foule. Et c'est ce qu'il lui disaient ses camarades, qui étaient d'ailleurs des policiers, mais dans la résistance, policiers juifs, mais dans la résistance. Il lui disait tout le temps, fais attention, tu restes trop longtemps, il faut que tu partes parce que tu vas être raflé avec tout le monde. Donc, il oubliait la peur. On peut plutôt dire ça. Il oubliait la peur parce qu'il avait quelque chose à faire. En tout cas, il y a un éclairage sur le personnage, puisque avec lui a disparu le dernier combattant du ghetto de Varsovie et l'ultime représentant du Bund polonais. Et dans ces carnets, on découvre toutes les facettes du personnage et aussi un peu de son caractère. Oui. Vous savez, il est très difficile de parler de mon père, donc c'est vous qui pouvez dire plus qu'il y a plusieurs facettes. Nous, au quotidien, il avait déjà plusieurs facettes comme père. Donc, je ne peux pas savoir quelles facettes vous voyez dans le livre. Moi, je vois un peu les mêmes facettes qui étaient après la guerre, même s'il n'y avait pas ce danger de Treblinka. D'ailleurs, on disait toujours, quand il y avait un problème, c'est pas un train pour Treblinka, donc c'est pas grave. C'est-à-dire, on voit en même temps quelqu'un de courageux, ça c'est évident, mais quelqu'un, comme je l'ai dit, qui traverse sans regarder à droite ou à gauche et qui fait ce qu'il croit devoir faire. Et naturellement, au fur et à mesure qu'on avance dans les carnets, la situation se détériore, les arrestations et les rafles se multiplient, et les scènes décrites sont horribles. Je prends cette scène-ci, qui concerne d'ailleurs... Il reste encore 20 minutes jusqu'à 16 heures. Ils saisissent le fusil d'un Ukrainien et commencent à viser les fenêtres qui se trouvent en face d'eux. Au 4e étage, 2 enfants sont assis sur le parapet. Il faut leur tirer dessus. Ils ne sont qu'à 400 mètres de distance, disent les uns, à 500, disent les autres. Ils se disputent. Apparemment, ils se sont mis d'accord, car l'un d'eux monte sur un tabouret et vise, puis il tire. Le garçon tombe. Des milliers de regards l'accompagnent sur son dernier chemin. Il n'y a pas un gémissement. Ils ont sûrement tous, comme moi, le cœur serré. C'est-à-dire qu'il y a une description presque clinique de ce qui se passe. Vous êtes un scientifique et il ne l'était pas. Je ne crois pas qu'il était un scientifique. Il était médecin. Il était médecin. Oui. Mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, c'est d'ailleurs ça le caractérise souvent quand il parle de ces choses qui sont pour nous atroces, insoutenables par moments.
il le fait de façon neutre, sans emphase. Et même ici, dans ces carnets où il se dévoile un tout petit peu, c'est quand même sans emphase. C'est, comme vous dites, c'est clinique. Il y a aussi une scène qui est terrible, c'est le suicide de Tcherniakov. Tcherniakov, qui est, je crois, le président de la communauté juive. Ça se passe le 23 juillet 1942, au lendemain des premières déportations à Treblinka. Et ça va le remuer, quoi. Le bouleverser. C'est pas seulement lui, c'est l'organisation juive de combat qui était remuée en quelque sorte. Ils en voulaient à Tcherniakov qu'il collaborait trop avec les Allemands. Il s'est suicidé parce que les Allemands ont demandé trop. Encore des contingents, encore des enfants. Donc il n'a pas tenu compte. Néanmoins, eux, ils disaient qu'à ce moment-là, Tcherniakov aurait dû appeler les Juifs à résister. Et il ne l'a pas fait, il a préféré se suicider. Donc, il l'en voulait. Pas seulement lui, toute l'organisation juive de combat. Maintenant, moi, pendant très longtemps, quand j'étais en Pologne, j'ai entendu comment il en voulait à Tcherniakov, 20 ans après la guerre. Puis, quand il était plus âgé, il a commencé à dire qu'il l'a compris. Donc, avec l'âge, la vision change. Tcherniakov était beaucoup plus vieux que les jeunes combattants. Donc, il avait ce recul qu'eux, ils n'avaient pas. Alors, son suicide n'a rien arrangé parce qu'il n'y avait plus de direction, il n'y avait plus personne. Il avait quand même beaucoup... Les Juifs de ghetto l'écoutaient beaucoup. Et subitement, ce personnage disparaît. Qui doit diriger le ghetto? Eh bien, la responsabilité a incombé à l'organisation juive de combat, c'est-à-dire aux jeunes qui avaient entre 20 et 24 ans. C'est eux qui étaient écoutés à ce moment-là. Mais comment écouter? C'est un peu comme Macron. Il est jeune. Comment avoir confiance? Maintenant, il est un peu plus vieux. Mais comment avoir la confiance à celui qui est aussi jeune, qui n'a pas d'expérience? Et pourtant, l'homme a besoin toujours de quelqu'un qui le guide. Et c'est l'organisation de Juifs de combat qui les guidait une fois que Tcherniakov est parti. Question de Steve. Qu'est-ce que votre père a compris après coup? Pour Tcherniakov, oui. Je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait plus s'opposer. Et Tcherniakov essayait de faire en sorte de ne pas envoyer autant de Juifs, de sauver les gens autant qu'il pouvait. Et je crois qu'il a compris qu'à ce moment-là, Tcherniakov a compris qu'il n'avait plus rien à faire, qu'il ne pouvait plus sauver une seule personne, que c'était l'extermination totale du ghetto de Varsovie. C'est ça qu'il a compris. C'est vous, Alexander Edelman, qui dit à un moment donné qu'il est resté, dans votre introduction, qu'il est resté en Pologne pour témoigner, ou plus exactement, c'est l'expression que vous utilisez, pour veiller sur les morts. Et avant qu'on rentre dans ce studio, vous m'avez dit, il n'y a pas que cela. Oui, ça c'est effectivement, il était en quelque sorte, entre guillemets, le dernier juif. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a toujours des juifs en Pologne. Mais le dernier juif du ghetto de Varsovie est le dernier commandant de l'insurrection. Donc lui, il n'avait pas envie de quitter la Pologne alors que tout le peuple juif a disparu. Mais il y avait autre chose. C'est-à-dire, il disait, personne, mais vraiment personne, va me dicter ce que je dois faire. Aucun gouvernement. Alors, ce gouvernement, il est antisémite, c'était le gouvernement en 68, Gomulka, mais c'est pas eux qui vont m'obliger à partir. Je fais ce que je veux. Voilà. Au prix d'une séparation avec sa propre famille, puisque votre mère, vous-même, votre sœur, vous êtes venus à Paris. Et lui est resté seul là-bas. Oui, mais là aussi, il disait que, et ça venait encore du ghetto, qu'il faut avoir la famille de l'autre côté du mur. Et là, on peut se battre. Donc, c'était un peu la suite de ce qu'il faisait dans le ghetto. Il fallait mettre les gens le plus proche possible, la famille de l'autre côté,
Ça s'appelait côté arien, ça veut dire là où il n'y a pas de juifs, en dehors du ghetto. Et là, on peut se battre. Donc c'est ce qu'il a fait. En fait, tant que nous étions en Pologne, il n'était pas un personnage connu en Pologne, engagé dans quoi que ce soit. Il n'a jamais été communiste, il n'a jamais été collaboré avec qui que ce soit, mais il ne s'exposait pas. Une fois que nous sommes partis, il est devenu un personnage que vous connaissez certainement, qui a pris part dans la naissance de Solidarité, après, etc., etc. Et vous, dans votre introduction, vous dites au printemps 2018, vous êtes à Paris, la ville de Paris lui a dédié une place dans le 11e arrondissement et vous étiez présent Oui. à cette inauguration. Oui. Bah, il y en a eu une seule ou il y a eu en France, il n'y a qu'une place à Marek Edelman, mais c'est assez extraordinaire. En Pologne, il y a des places. Marek Edelman. Oui, j'étais présent et c'est assez émouvant. Maintenant, cette année, il y a eu aussi une cérémonie. Moi, je n'étais pas là puisque j'étais en Pologne pour le 19 avril, pour le début de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Mais ma famille était là. Et donc, on espère que cette commémoration à Paris sera annuelle et qu'il y aura un peu plus de gens intéressés, parce qu'il faut se souvenir, sinon on oublie. Et l'oubli, c'est pas bien. Votre père promet à la fin des carnets qu'il va donner la suite et que cette suite porterait sur l'insurrection du ghetto de Varsovie. On sait qu'il ne donnera pas cette suite. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Je pense qu'il était très occupé par ailleurs. Il a retrouvé son travail. C'était un médecin très engagé. Il était aussi engagé dans la lutte contre le communisme, au début dans le syndicat Solidarité. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il a écrit quelque chose et c'est perdu, comme ses carnets auraient pu ne jamais voir le jour. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que vous auriez pu passer à côté de cela. Et Tout à fait. vous êtes souvenu quand même qu'il y avait quelque chose, on vous avait parlé de quelque chose, et vous avez décidé c'est vous qui avez décidé la forme que prendrait l'édition de ces carnets ? Alors tout d'abord, on l'a découvert en 2009 et on les a oubliés encore pendant 10 ans. C'est pas qu'on a voulu tout de suite faire quelque chose. Donc, on aurait pu oublier encore plus longtemps. Est-ce que c'est... Oui, enfin, c'est avec Constance Paris de Boardier qu'on a décidé comment sera le que livre. J'ai invité d'ailleurs avec vous, mais qui n'a pas pu être des nôtres parce qu'elle est en Israël en ce moment. Mais elle a participé, si j'ai bien compris, à cette édition. C'est grâce à elle que le livre est lisible pour les Français parce qu'elle présente vraiment bien le livre. Moi, la question n'était pas tranchée s'il doit y avoir mon introduction ou pas, mais finalement on a décidé ensemble que oui. Mais les notes de Constance sont vraiment très, très, très bien faites. Donc oui, on a décidé ensemble. Oui, c'est moi qui ai trouvé Constance pour faire ces notes, oui. Et qui a trouvé aussi la maison d'édition. Oui, en fait, on a décidé un peu ensemble. Je voulais que l'édition soit une édition jeune. J'avais un faible pour Odile Jacob. Elle ne le sait pas. Mais je connus son père, puisque je suis scientifique, et donc je me suis dit... Son père, François Jacob. François Jacob, bien sûr, qui travaillait à l'Institut Pasteur, et moi je travaillais à Necker. Donc je le connaissais, je l'ai rencontré, j'avais un faible. Eh ben, ça lui a plu, donc c'était bien, mais c'est Constance qui a présenté le livre à Denis Péchanski et son copain. Et c'est eux qui ont présenté à Odile Jacob. Alors, vous êtes scientifique aujourd'hui, vous vous occupez d'enfants, je crois, à l'hôpital Necker. Est-ce que vous retournez en Pologne? Est-ce que vous y êtes invité? Est-ce que vous participez au débat interne à la société polonaise aujourd'hui? Je reviens en Pologne, surtout
pour le 19 avril, pour l'anniversaire de l'insurrection. On est dans le cimetière juif. On ne participe pas avec le gouvernement ou avec la ville. C'est vraiment privé. Donc il y a 30-40 personnes avec nous. Nous sommes autour de tombes des bundistes, pas forcément réelles, mais il y a un quartier des combattants. Et donc nous nous retrouvons là-bas et je fais un petit discours chaque année depuis déjà pas mal d'années, sauf pendant le Covid. Et ensuite on fait un tour dans les lieux qui sont symboliques, devant le monument de combattants, devant le monument de Ziegelbäum, devant le bunker Danielewicz où ils ont commis le suicide, et devant l'endroit de Umschlagplatz d'où partait le train pour Treblinka, pour le camp d'extermination. Voilà, donc oui, mais par contre je ne participe pas vraiment à la vie politique polonaise d'aucune manière. Mais à la gestion de la mémoire, on sait que le musée Pauline, qui est en même temps une belle chose pour ceux qui l'ont visité, vous me regardez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais enfin, c'est en tout cas un musée qui a suscité beaucoup de controverses en raison précisément de cette loi mémorielle en Pologne. Est-ce que vous avez été associé à ce débat? Pas du tout. D'ailleurs, je ne suis jamais invité par ce musée. Je crois que... Enfin, je ne sais pas pour quelle raison. Je pense que le musée préfère mettre l'accent, et c'est bien, sur l'histoire de Juifs en Pologne, qui est une histoire de 800 années, je ne sais pas combien d'années. Aussi récemment, sur le ghetto de Varsovie, il y a cet événement le 19 avril où les gens mettent les jonquilles jaunes, les enfants, tout le monde, pour dire sa solidarité avec les Juifs du ghetto de Varsovie. Je suis un peu gêné par ce symbole, parce que ce symbole rappelle l'étoile jaune qu'on mettait aux Juifs pour marquer qu'ils sont différents. Donc c'est pas un symbole qui rassemble, c'est un symbole qui divise. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on met aux Juifs un symbole jaune. Donc j'aurais préféré un autre symbole que celui-là, mais c'est dans le monde entier maintenant. Donc visiblement, c'est bien. Maintenant, il faut se demander, est-ce que si le jour J, Radio J, le jour J où il y aura un problème, est-ce que les gens vont quand même être solidaires avec les Juifs, ou est-ce que ça sera comme pendant la guerre où seuls les Danois avaient mis l'étoile jaune? Le roi danois a demandé aux Danois de mettre l'étoile jaune, et pas les autres. Plus récemment, comment vous avez réagi devant l'élan de générosité et d'accueil pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens, qui s'est manifesté un peu partout en Europe, mais particulièrement en Pologne? Je trouve que c'est formidable. J'étais vraiment surpris par cet élan de solidarité, et c'est très bien. Subitement, il y a énormément d'amour, de prochain. Les gens ouvrent les appartements, aident de toutes les façons possibles. Donc c'est formidable. Certes, les problèmes viendront, parce que quand vous accueillez quelqu'un pendant une semaine dans votre appartement, ça va, mais si c'est pendant 6 mois, c'est comme avec la famille, il y aura des problèmes. Mais pour l'instant, je trouve que c'est formidable. Mais j'ai rappelé quand même, lors de mon court discours devant le quartier des bundistes combattants, quel paradoxe. Les Ukrainiens, pendant la guerre, certains faisaient partie de bourreaux. Et maintenant, les Ukrainiens sont devenus les Juifs qu'il faut protéger. Parce que chaque fois que quelqu'un risque la vie parce qu'il est né différent, il faut être avec lui. Donc, moi, je suis avec eux maintenant pleinement. Merci Alexander Edelman d'avoir été l'invité de Pont Neuf aujourd'hui. Je rappelle, Ghetto de Varsovie
carnet retrouvé avec un avant-propos signé de vous qui paraît aux éditions Odile Jacob. Merci, c'est ça. Merci Alexander Heidelman, merci Shlomo Malka et à la semaine prochaine. Pont Neuf à réécouter en podcast sur radioj.fr. Chers auditeurs, on va se retrouver dans 2 minutes maintenant. Au programme, le journal à 16h suivi de philosophie, l'émission de Blandine Crégel.